Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je voulais absolument la partager avant Noël pour bien clôturer cette fin d'année. Je n'ai pas trouvé beaucoup de photos comme c'est une vieille affaire. Par contre, il y a pas mal d'informations, alors commençons tout de suite. Le 24 décembre 1945, un incendie détruit la maison des Soders à Fayetteville, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. À l'époque, la maison était occupée par George Soder, sa femme Jenny et 9 de leurs 10 enfants. Pendant l'incendie, George, Jenny et 4 des 9 enfants réussissent à s'échapper. Les corps des 5 autres enfants n'ont jamais été retrouvés. Les Soder ont cru toute leur vie que les 5 enfants disparus avaient survécu. La famille n'a jamais reconstruit la maison, convertissant le site en un jardin commémoratif pour leur enfant perdu. Dans les années 1950, alors qu'ils en venaient à douter que les enfants avaient péri, la famille a installé un panneau d'affichage sur le site le long de la State Route 16 avec des photos des 5 enfants disparus, offrant une récompense pour les informations qui permettraient de clore l'affaire. Il est resté jusqu'à peu de temps après la mort de Jenny Soder en 1989. À l'appui de leur conviction que les enfants ont survécu, les Soder ont signalé un certain nombre de circonstances inhabituelles avant et pendant l'incendie. George a contesté la conclusion du service d'incendie selon laquelle l'incendie était d'origine électrique, soulignant qu'il avait récemment fait recabler et inspecter la maison. Lui et sa femme soupçonnaient un incendie criminel, conduisant à des théories selon lesquelles les enfants avaient été emmenés par la mafia sicilienne. Peut-être en représailles aux critiques franches de George contre Benito Mussolini et le gouvernement fasciste de son Italie natale. Les efforts des États et du gouvernement fédéral pour enquêter plus en avant sur l'affaire au début des années 1950 n'ont donné aucune nouvelle information. La famille a cependant reçu plus tard ce qui aurait pu être une photo de l'un des garçons adultes dans les années 1960. George Soder est né à Tula en Sardaigne en Italie en 1895. Il a immigré aux États-Unis 13 ans plus tard avec un frère aîné qui est rentré chez lui dès que lui et George avaient passé la douane à Ellis Island. George ne parlait pas beaucoup des raisons pour lesquelles il avait quitté son pays natal. Il a trouvé du travail sur les chemins de fer en Pennsylvanie, transportant de l'eau et d'autres fournitures aux travailleurs. Après quelques années, il a pris un travail plus permanent, comme chauffeur à Smithers, en Virginie-Occidentale. Après quelques années de plus, il créa sa propre entreprise de camionnage, transportant d'abord de la terre de remblai vers les chantiers de construction, puis transportant du charbon extrait dans la région. Jenny Cipriani, la fille d'un commerçant de Smithers, qui avait également immigré d'Italie dans son enfance, est devenue l'épouse de George. Le couple s'est installé à proximité de Fayetteville qui comptait une importante population d'immigrants italiens, dans une maison à ossature de bois de 2 étages à 3 kilomètres au nord de la ville. En 1923, ils ont eu leur premier de leurs 10 enfants. L'entreprise de George prospéra et ils devinrent
l'une des familles de classe moyenne les plus respectées. Cependant, Georges avait des opinions bien arrêtées sur de nombreux sujets et n'hésitait pas à les exprimer, parfois aliénant les gens. En particulier, son opposition farouche au dictateur italien Benito Mussolini avait conduit à de solides arguments avec d'autres membres de la communauté immigrée. Leur dernier enfant, le dernier des enfants Sodeur, Sylvia, est né en 1943. À ce moment-là, leur deuxième fils aîné, Joe, avait quitté la maison pour servir dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante, Mussolini a été déposé et exécuté. Cependant, la critique de Georges contre le défunt dictateur avait laissé quelques rancunes. En octobre 1945, un vendeur d'assurance vie a averti Georges que sa maison partira en fumée et que ses enfants seront détruits. Plus tard, un autre visiteur, apparemment à la recherche de travail, a profité de l'occasion pour faire un tour de la maison et avertit Georges qu'une paire de boîtes à fusibles provoquerait un incendie un jour. Georges était déconcerté par cette observation car il venait de refaire recabler la maison quand une cuisinière électrique avait été installée. Et la compagnie d'électricité locale avait déclaré par la suite que c'était sûr. Dans les semaines précédant Noël de cette année-là, les fils aînés de Georges avaient également remarqué une étrange voiture garée le long de la route principale traversant la ville. Ses occupants regardaient les plus jeunes enfants Sodeur alors qu'ils rentraient de l'école. Le 24 décembre 1945, les Sodeur fêtent Noël. Marion, la fille aînée qui travaillait dans un magasin du centre-ville de Fayetteville, a surpris 3 de ses jeunes sœurs. Martha, 12 ans, Jenny, 8 ans et Betty, 5 ans, avec de nouveaux jouets qu'elle leur avait achetés. Les plus jeunes enfants étaient tellement excités qu'ils ont demandé à leur mère s'ils pouvaient rester debout un peu plus tard. À 22 heures, Jenny leur a dit qu'ils pouvaient rester éveillés un peu plus, à condition qu'ils nourrissent les vaches et les poules avant d'aller se coucher. Georges et les 2 garçons aînés, John, 23 ans, et George Junior, 16 ans, qui avaient passé la journée à travailler avec leur père, dormaient déjà. Après avoir rappelé aux enfants ces tâches restantes, Jenny emmène Sylvia à l'étage et elle se couche. Plus tard, le téléphone sonna à 00h30. Jenny se réveilla et descendit pour y répondre. L'appelant était une femme dont elle ne reconnaissait pas la voix. Demandant un nom qu'elle ne connaissait pas avec le bruit des rires et des verres cliquetant en arrière-plan. Jenny raccrocha et retourna se coucher. Ce faisant, elle remarqua que les lumières étaient toujours allumées et que les rideaux n'étaient pas tirés, 2 choses auxquelles les enfants s'occupaient normalement lorsqu'ils restaient debout plus tard que leurs parents. Marion, elle, s'était endormie sur le canapé du salon, alors Jenny supposa que les autres enfants, qui étaient restés éveillés plus tard, étaient remontés dans le grenier où ils dormaient tous. Elle ferma les rideaux, éteignit les lumières et retourna se coucher. À 1 heure du matin, Jenny est de nouveau réveillée par le bruit d'un objet frappant le toit de la maison, avec une forte détonation puis un bruit de roulement. N'ayant plus rien entendu, elle se rendormit. Après une demi-heure, elle se réveilla à nouveau, sentant la fumée. Quand elle se releva, elle découvrit que la pièce de Georges, qu'il utilisait comme bureau, était en feu autour de la ligne téléphonique et de la boîte à fusibles. Jenny l'a réveillée et à son tour réveilla ses fils aînés. Les 2 parents et 4 de leurs enfants, Marion, Sylvia, John et George Junior, se sont échappés de la maison. Ils ont crié frénétiquement
aux enfants à l'étage, mais ils n'ont entendu aucune réponse. Ils ne pouvaient pas y remonter car l'escalier lui-même était déjà enflammé. Les efforts pour aider et sauver les enfants ont été étonnamment compliqués. Le téléphone ne fonctionnait pas, alors Marion a couru chez un voisin pour appeler les pompiers. Mais malheureusement, le téléphone était peut-être cassé car ça passait pas. Un automobiliste, enfin un voisin qui a vu aussi les flammes, a couru vers une taverne pour appeler lui aussi. Mais là aussi, le téléphone ne fonctionnait pas. Alors, plus tard, soit un voisin, soit l'automobiliste qui passait par là a finalement réussi à joindre les pompiers à partir d'un autre téléphone du centre-ville. Georges, pieds nus, a escaladé le mur et a cassé une fenêtre du grenier, ce qui lui a coupé le bras. Lui et ses fils avaient l'intention d'utiliser une échelle jusqu'au grenier pour secourir les autres enfants. Mais cette échelle n'était pas à sa place habituelle et elle ne se trouvait nulle part à proximité. Un baril d'eau, qui aurait pu être utilisé pour éteindre le feu, lui, était gelé. Georges a ensuite essayé de tirer les 2 camions qu'il utilisait dans son entreprise jusqu'à la maison et de les utiliser pour grimper à la fenêtre du grenier, mais aucun d'entre eux ne débarrait. Et pourtant, ils avaient parfaitement bien fonctionné la veille. Frustrés, les 6 sodeurs qui s'étaient échappés n'avaient d'autre choix que de regarder la maison brûler et s'effondrer au cours des 40, enfin, au cours de 45 minutes plus tard. Ils ont supposé que les 5 autres enfants avaient péri dans l'incendie. Le service d'incendie, à court d'effectifs en raison de la guerre, et comptant sur les pompiers individuels pour s'appeler, n'a répondu que plus tard dans la matinée. Le chef Maurice a déclaré le lendemain que la réponse, déjà lente, était encore entravée par son incapacité à conduire le camion de pompiers, ce qui l'obligeait à attendre une personne capable de le conduire. Des pompiers dont l'un était le frère de Jenny ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que regarder à travers les cendres qui restaient dans le sous-sol. À 10 heures, Maurice a dit au sodeur qu'il n'avait trouvé aucun os. Comme on aurait pu s'y attendre si les autres enfants avaient été dans la maison pendant qu'elle brûlait. Selon un autre récit, ils ont trouvé quelques fragments d'os et d'organes internes, mais ont choisi de ne pas le dire à la famille. Les professionnels des pompiers modernes ont également noté que la recherche était au mieux superficielle. Néanmoins, le chef Maurice croyait que les 5 enfants portés disparus étaient morts dans l'incendie, suggérant qu'il avait fait assez chaud pour brûler complètement leur corps. Le bureau du commissaire des incendies mène une enquête plus approfondie. Cependant, après 4 jours, Georges et sa femme, ne pouvant plus supporter la vue, ils ont alors passé au bulldozer 1 mètre de terre sur le site avec l'intention de le convertir en jardin commémoratif pour les enfants perdus. Le coroner local, lui, a conclu que l'incendie était un accident causé par un câblage défectueux. Et parmi les jurés, il y avait l'homme qui avait menacé Georges que sa maison serait incendiée et ses enfants détruits en représailles à ses propos anti-Mussolini. Les certificats de décès des 5 enfants ont été délivrés le 30 décembre. Le journal local s'est contredit, affirmant que tous les corps avaient été retrouvés. Mais plus tard, dans le même article, qu'une seule partie d'un corps avait été retrouvée. George et Jenny, eux, étaient trop affligés pour assister aux funérailles du 2 janvier 1946, bien que leur enfant survivant les faits. Peu de temps après, alors qu'ils commençaient à reconstruire leur vie, les soudeurs ont commencé à remettre en question
toutes les découvertes officielles sur l'incendie. Il se demandait pourquoi, si cela avait été causé par un problème électrique, les lumières de Noël de la famille étaient restées allumées tout au long des premiers stades de l'incendie, alors que le courant aurait dû normalement s'éteindre. Puis ils ont trouvé l'échelle qui manquait sur le côté de la maison la nuit de l'incendie, au pied d'un talus à 23 mètres. Plus tard, un réparateur de téléphone a dit au soudeur que la ligne téléphonique de la maison n'avait pas été brûlée dans l'incendie comme il l'avait initialement pensé, mais coupée par quelqu'un qui avait été disposé et capable de grimper 4 mètres au poteau et d'atteindre 2 à 61 centimètres. Pour le faire, un homme que les voisins avaient vu sur la propriété au moment de l'incendie a été identifié et arrêté. Il a admis un vol et a affirmé qu'il avait été celui qui avait coupé la ligne téléphonique, pensant que c'était une ligne électrique, mais a nié avoir quoi que ce soit avec l'incendie. Cependant, aucun dossier identifiant le suspect n'existe. Et pourquoi il aurait voulu couper des lignes de service public de la maison des soudeurs? Jenny, elle, a déclaré en 1968 que s'il avait coupé la ligne électrique, elle et son mari, ainsi que leurs 4 autres enfants, n'auraient jamais pu sortir de la maison. Jenny avait également du mal à accepter la croyance de Maurice, le chef de pompiers, selon laquelle toutes les traces du corps des enfants avaient été complètement brûlées dans le feu. De nombreux appareils électroménagers avaient été retrouvés encore reconnaissables dans les cendres, ainsi que des fragments du toit en tôle. Elle a comparé les résultats de l'incendie avec un compte-rendu d'un journal local d'un incendie similaire qu'elle a lu peu de temps après au même moment et qui a tué une famille de 7 personnes. Des restes squelettiques de toutes les victimes avaient été retrouvés dans cette affaire. Jenny a brûlé des petits ossements d'animaux pour voir s'ils seraient complètement consommés, et aucun ne l'a jamais été. Un employé d'un crématorium local qu'elle a contacté lui a dit que les os humains subsistaient même après que les corps aient été brûlés à 1090 degrés pendant 2 heures, beaucoup plus longtemps et plus chaud que l'incendie de la maison n'aurait pu l'être. Le défaut de démarrage des camions des soudeurs a également été pris en compte. Georges pensait qu'ils avaient été trafiqués peut-être par le même homme qui avait coupé la ligne téléphonique. Cependant, l'un de ses gendres a déclaré au Charleston Gazette Mail en 2013 qu'il en était venu à croire que les soudeurs et ses fils auraient pu, dans leur hâte, démarrer les camions et inonder les moteurs. Certains récits ont suggéré que l'appel téléphonique au mauvais numéro à la maison des soudeurs pourrait également avoir été lié d'une manière ou d'une autre à l'incendie et à la disparition des enfants. Cependant, les enquêteurs ont par la suite retrouvé la femme qui avait passé l'appel. Elle avait confirmé que c'était un mauvais numéro de sa part. À l'approche du printemps, les soudeurs, comme il l'avait dit, plantèrent des fleurs dans le sol rasé au-dessus de la maison. Jenny a soigné le coin a soigné avec soin pour le reste de sa vie. Cependant, d'autres développements au début 1946 ont renforcé la conviction de la famille que les enfants qu'elle commémorait pourraient en fait être vivants quelque part. Des preuves ont émergé qui ont confirmé leur conviction que le feu n'avait pas commencé dans le défaut électrique et a plutôt été allumé délibérément. Le chauffeur d'un bus qui est passé par Fayetteville à la fin de la veille de Noël
a déclaré avoir vu des personnes lancer des boules de feu sur la maison. Quelques mois plus tard, lorsque la neige avait fondu, Sylvia a trouvé un petit objet dur vert foncé en forme de boule de caoutchouc dans la brousse à proximité. Georges, se rappelant le récit de sa femme sur un bruit sourd sur le toit avant l'incendie, a déclaré que cela ressemblait à une grenade ou à un autre dispositif incendiaire utilisé au combat. La famille a affirmé plus tard que, contrairement à la conclusion du commissaire des incendies, le feu s'était déclaré sur le toit, même si à ce moment-là il n'y avait aucun moyen de le prouver. Des témoins ont affirmé plus tard avoir vu les enfants sodeurs. Une femme qui avait observé l'incendie depuis la route a déclaré qu'elle avait vu certains d'entre eux regarder hors d'une voiture qui passait alors que la maison brûlait. Une autre femme à une aire de repos, entre Fayetteville et Charleston, a déclaré qu'elle leur avait servi le petit déjeuner le lendemain matin et a noté la présence d'une voiture avec des plaques d'immatriculation de Floride dans le parking de l'aire de repos. Les Sodeurs ont embauché un enquêteur privé nommé Tinsley de la ville voisine pour examiner l'affaire. Tinsley a appris que le vendeur d'assurance qui les avait menacés d'incendie un an auparavant, à cause des sentiments anti-Mussolini de Georges, avait fait partie du jury du coroner qui avait jugé l'incendie comme un accident et qu'il avait dit aux Sodeurs. Il a également appris des rumeurs autour de Fayetteville selon lesquelles, malgré son rapport aux Sodeurs, selon lequel aucun reste n'avait été retrouvé dans les cendres, Maurice avait trouvé un cœur qu'il a ensuite emballé dans une boîte en métal et secrètement enterré. Maurice avait apparemment avoué cela à un ministre local qui l'a confirmé à Georges. Georges et Tinsley sont allés voir Maurice et l'ont confronté à cette nouvelle. Maurice a accepté de montrer aux deux où il avait enterré la boîte en métal et ils l'ont déterrée. Ils ont apporté ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la boîte à un directeur funéraire local qui, après avoir examiné, leur a dit qu'il s'agissait en réalité de foie de bœuf frais qui n'avait jamais été exposé au feu. Plus tard, d'autres rumeurs ont circulé autour de Fayetteville que Maurice avait ensuite admis que la boîte avec le foie n'était en effet pas venue de l'incendie à l'origine. Il l'avait supposément placé là dans l'espoir que les Sodeurs le trouveraient et seraient convaincus que les enfants disparus étaient effectivement morts dans l'incendie. Georges n'attendit pas que les rapports d'observation arrivent. Parfois il les faisait lui-même. Après avoir vu une fille dans une photo de magazine, de jeune danseuse, de ballet à New York qui ressemblait à l'une de ses filles disparues, Betty, il s'est rendu à l'école des filles, où ses demandes répétées de voir la fille elle-même ont été refusées. Il a également tenté d'intéresser le FBI à enquêter sur ce qu'il considérait comme un enlèvement, et le directeur Edgar Hoover a personnellement répondu à ces lettres. Bien que je voudrais être utile, a-t-il écrit, la question relative semble être de caractère local et ne relève pas de la compétence d'enquête de ce bureau. Si les autorités locales demandaient l'aide du bureau, a-t-il ajouté, ils demanderaient bien sûr aux agents de l'aider. Mais la police et les pompiers de Fayetteville ont refusé de le faire. En août 1949, Georges réussit à persuader Oscar Hunter, un pathologiste de Washington, D.C., de superviser une nouvelle recherche dans la terre sur le site de la maison. Après une recherche très approfondie, des interfaces, dont un dictionnaire ayant appartenu aux enfants et des pièces de monnaie qui ont été retrouvées, plusieurs petits fragments d'os ont été mis au jour, déterminés comme étant des vertèbres humaines,
Les fragments d'os ont été envoyés à Marshall Newman, un spécialiste de la Smithsonian Institution. Il a été confirmé qu'il s'agissait de vertèbres lombaires, tout de la même personne, puisque les évidemment transversaux sont fusionnés. L'âge de cet individu au décès aurait dû être de 16-17 ans, indique le rapport de Newman. La limite supérieure de l'âge devrait être environ 22 ans, puisque les centras qui fusionnent normalement à 23 ans ne sont toujours pas utilisés. Ainsi, étant donné cette tranche d'âge, il était peu probable que ces os proviennent de l'un des 5 enfants disparus, puisque l'aîné avait alors 14 ans. Bien que le rapport permette que les vertèbres d'un garçon de son âge soient parfois suffisamment avancées pour paraître à l'extrémité inférieure de la fourchette, Newman a ajouté que l'os ne montrait aucun signe d'exposition à la flamme. De plus, il a convenu qu'il était très étrange que ces os soient les seuls retrouvés, puisqu'un feu de bois d'une durée aussi courte aurait dû normalement laisser les squelettes complets, et de tous les enfants. Le rapport a conclu que les vertèbres provenaient très probablement de la terre que George avait détruite au bulldozer sur le site. Plus tard, Tinsley aurait confirmé que les fragments d'os provenaient d'un cimetière à proximité, mais n'a pas pu expliquer pourquoi ils avaient été enlevés de là, ou comment ils se trouvaient sur le site de l'incendie. Le Smithsonian a rendu les fragments d'os à George en septembre 1949. Selon ses archives, leur emplacement actuel est inconnu. L'enquête et ses conclusions ont attiré l'attention nationale et l'Assemblée législative de Virginie-Occidentale a tenu 2 audiences sur l'affaire en 1950. Par la suite, cependant, le gouverneur Patterson et le commissaire de police Burchett ont déclaré aux soudeurs que l'affaire était sans espoir et l'ont classée. Le FBI a décidé qu'il avait des compétences en tant que possible dans les enlèvements interactiques, mais a abandonné l'affaire après 2 ans. Après 2 ans à suivre des pistes infructueuses. Les soudeurs, eux, n'ont pas perdu espoir. Ils ont fait imprimer des prospectus avec des photos des enfants offrant une récompense de $5 000. Pour des informations qui auraient réglé le cas même de l'un d'entre eux. En 1952, ils ont installé un panneau d'affichage sur le site de la maison et un autre le long de la route américaine 60 près d'Anstead, avec les mêmes informations. Il deviendrait avec le temps un point de repère pour le trafic à travers de Fayetteville, sur la route US route 19, aujourd'hui State route 16. Les efforts de la famille ont rapidement amené une autre observation des enfants après l'incendie. Une femme qui dirigeait un hôtel de Charleston a affirmé avoir vu les enfants environ 1 semaine après. Elle ne se souvenait pas de la date exacte, mais les enfants étaient entrés vers minuit avec 2 hommes et 2 femmes qui lui paraissaient tous d'origine italienne. Et lorsqu'elle a tenté de parler avec les enfants, un des hommes l'a regardée d'une manière hostile. Et il s'est retourné et a commencé à parler rapidement en italien. Tout le groupe a cessé de lui parler immédiatement. Elle s'est rappelé qu'ils avaient quitté aussi le lendemain matin, qu'ils avaient quitté tôt l'hôtel le lendemain matin. Les enquêteurs d'aujourd'hui ne considèrent cependant pas son histoire comme crédible,
car elle n'avait vu pour la première fois des photos des enfants que 2 ans après l'incendie. 5 ans avant qu'elle ne se manifeste donc. Georges a suivi des pistes en personne se rendant dans les régions d'où venaient les pourboires. Une femme de Saint-Louis a affirmé que Martha était détenue dans un couvent là-bas. Un client d'un bar du Texas a affirmé avoir entendu 2 autres personnes faire des déclarations incriminantes au sujet d'un incendie survenu la veille de Noël en Virginie, quelques années auparavant. Aucun de ceux-ci ne s'est avéré significatif. Quand George a appris plus tard qu'un parent de Jenny en Floride avait des enfants qui ressemblaient aux siens, le parent a dû prouver que les enfants étaient des siens avant que George ne soit satisfait. En 1967, George s'est rendu dans la région de Houston pour enquêter sur un autre conseil. Une femme là-bas avait écrit à la famille disant que Louis lui avait révélé sa véritable identité une nuit après avoir trop bu. Elle pensait que lui et Maurice vivaient tous les deux quelque part au Texas. Cependant, George et son gendre n'ont pas pu lui parler. La police a pu les aider à retrouver les 2 hommes qu'elle avait indiqués, mais ils ont nié être les fils disparus. Paxton, le gendre de George, a déclaré des années plus tard que des doutes sur ce déni étaient restés dans l'esprit de George pour le reste de sa vie. Un jour, Jenny a trouvé dans le courrier une lettre qui lui était adressée, cachée de la poste à Central City, Kentucky, sans adresse. Désolée pour mon anglais, sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une photo d'un jeune homme d'environ 30 ans avec des traits ressemblant fortement à ceux de Louis, qui aurait eu la trentaine s'il avait survécu. Au dos était écrit Louis Soder, j'adore frère Frankie. La famille a ensuite embauché un autre détective privé pour se rendre à Central City et examiner la missive. Mais il n'a jamais fait rapport au Soder, et ils ont été incapables de le localiser par la suite. La photo leur a néanmoins donné de l'espoir. Ils l'ont ajouté au panneau d'affichage et en ont mis un agrandissement au-dessus de leur cheminée. George Soder est mort en 1969. Jenny et ses enfants survivants, à l'exception de John qui n'a jamais parlé de la nuit de l'incendie, sauf pour dire que la famille devrait l'accepter et continuer sa vie, ont continué à chercher des réponses à leurs questions sur les disparus. Après la mort de George, Jenny est restée dans la maison familiale, mettant des clôtures autour d'elle et ajoutant des pièces supplémentaires. Pour le reste de sa vie, elle portait du noir en deuil et s'occupait du jardin à l'emplacement de l'ancienne maison. Après sa mort en 1989, la famille a finalement enlevé le panneau d'affichage usé. Les enfants Soder, survivants, rejoints par leurs propres enfants, ont continué à faire connaître l'affaire et à enquêter sur les pistes. Ils ont émis l'hypothèse, avec les résidents plus âgés de Fayetteville, que la mafia sicilienne essayait d'extorquer de l'argent à George et que les enfants auraient pu être enlevés par quelqu'un qui était au courant de l'incendie criminel prévu et a déclaré qu'ils seraient en sécurité s'ils quittaient la maison. Ils ont peut-être été ramenés en Italie. Si les enfants avaient survécu à toutes ces années et savaient que leurs parents et leurs frères et sœurs avaient également survécu, estime la famille, ils auraient peut-être évité tout contact afin de les protéger du mal. En 2015, Sylvia Soder, la plus jeune des enfants encore en vie, pense que ses frères et sœurs ont survécu à l'incendie.
Je pense qu'on ne saura malheureusement jamais ce qui est arrivé aux enfants sodeurs. Est-ce qu'ils sont morts le jour de l'incendie? Est-ce qu'ils ont survécu et ont été enlevés? Ça restera sûrement une question sans réponse encore longtemps. Alors voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai un tout petit peu galéré sur certains mots, comme vous allez pouvoir entendre, enfin vous allez pouvoir entendre. Le texte était assez long, il y avait pas mal de choses, et en même temps, je suis un tout petit peu un tout petit peu enrhumée, donc ce qui n'arrange rien. Mais voilà, je voulais absolument partager cette vidéo avant Noël, ou même le jour de Noël, et je suis contente de l'avoir fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like sur les vidéos. Et je vous dis joyeux Noël, bonne fête, bonne année et à prochainement pour une nouvelle vidéo.